Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Maï Van chargée de mission de développement territorial chez Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. J'animerai les échanges entre nos intervenants et je suis accompagnée d'Alexia Michou, qui est ma collègue et qui s'occupera plutôt de l'animation du chat. PQNA est ravie de vous retrouver pour aborder le sujet du jour, qui est quel rôle des collectivités territoriales dans le soutien des filières locales. Et nous ferons un petit zoom sur les filières bovines. On va vous expliquer pourquoi. Plusieurs défis sont identifiés aujourd'hui dans le monde agricole. Fournir une alimentation saine et locale, veiller à une meilleure rémunération des agriculteurs, la valorisation des métiers, favoriser les pratiques agricoles durables pour préserver les ressources naturelles et la santé, le rapprochement géographique de la production, de la transformation et de la consommation alimentaire est un levier également reconnu pour relever les défis climatiques, environnementaux et sociaux. On parle alors de filières territoriales pour définir ce type d'organisation. Celles-ci ont plusieurs atouts: mutualisation de matériel et des efforts, création d'un réseau d'entente autour d'un projet commun, implication d'acteurs divers. Elles peuvent s'organiser de différentes manières et nous le verrons lors des échanges. Nous avons décidé de nous concentrer sur la filière viande bovine. En effet, si le nombre d'exploitations agricoles diminue chaque année, cela est particulièrement notoire dans les filières élevage. La profession pâtit d'un manque d'attractivité auprès de nouvelles générations, d'une hausse du coût des actifs et du prix des terres agricoles, de la faible rentabilité de l'activité. Pourtant, ces filières contribuent largement au déploiement de l'économie du territoire, à son attractivité, ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de la loi Egalim. Depuis plusieurs années, les démarches collectives associant plusieurs producteurs et potentiellement des transformateurs, des acteurs de la distribution, se développent. Cela dans l'objectif d'offrir de nouveaux débouchés et d'élargir l'offre de produits alimentaires locaux. Afin de favoriser l'investissement des collectivités territoriales sur ce sujet, PQNA propose un webinaire destiné notamment aux élus pour comprendre pourquoi et comment les collectivités peuvent contribuer à structurer des filières locales. Tous ces éléments, là je suis en introduction, mais seront abordés plus largement par nos intervenants et intervenantes aujourd'hui. Hop. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je vais prendre rapidement le temps de me présenter quand même avant d'engager la présentation. Donc moi je suis Laure Blondel, je suis coordinatrice à Réseau CIVAM, qui est donc la structure nationale qui fédère les groupes CIVAM partout en France, et je suis en charge des questions en lien avec les coopérations territoriales, l'accompagnement des transitions et l'accompagnement de l'installation et la transmission. Voilà. Dans ce cadre-là, j'ai participé au pilotage du projet filière Filter sur les filières territoriales vectrices de pratiques agroécologiques, dont je vais vous parler un petit peu ce matin. Je te laisserai avancer la diapo, merci. Donc rapidement, ce dont je vais vous parler, on m'a demandé d'essayer de poser un peu le cadre sur ce qu'est une filière territoriale, agroécologique, parce que quand même nous dans le réseau CIVAM on s'intéresse essentiellement aux pratiques agroécologiques, donc je vais présenter un petit peu ça et le cadre d'études qu'on a eu dans le cadre du projet Filter, pour pouvoir vous présenter les éléments d'analyse de ce projet autour des différents leviers de développement des filières territoriales qu'on a pu observer sur les questions de gouvernance, de partage de la valeur et de la formalisation des engagements. J'évoquerai un peu les questions d'accompagnement des filières. Voilà, et puis je présenterai rapidement les ressources issues du projet Filter. Et je vais essayer de tenir le timing qui m'est alloué. Donc, Maïwen, n'hésitez pas à me faire signe si je traîne trop. Voilà. Ça marche, merci. Alors, voilà, quand on parle de filière territoriale, de quoi parle-t-on? Donc nous, on définit la filière territoriale comme une organisation collective où une part importante des étapes d'élaboration d'un produit, donc production, collecte, transformation, commercialisation, est assurée sur un même territoire et où les ressources mobilisées tout au long de la chaîne sont locales.
L'échelle de territoire, elle n'est pas définie a priori, mais selon ce qu'on a pu observer, elle peut aller d'un niveau très local, de la commune, jusqu'à un niveau un peu plus large, celui de la région. Voilà. Donc les filières territoriales, on les situe entre les filières longues et les filières courtes, parce qu'elles se distinguent par une réduction du nombre d'intermédiaires sur les filières, une volonté partagée des acteurs d'approvisionner en produits locaux transformés le territoire, et puis comparativement à des filières très courtes, une capacité quand même d'élargissement à des marchés plus importants, et notamment celui de la restauration collective ou d'autres circuits de distribution de proximité. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Dans le réseau des CIVAM, on a une certaine expérience et expertise sur l'accompagnement de collectifs de producteurs ou de fermes dans la transition agroécologique, des collectifs qui produisent des références pour réduire l'usage des intrants, notamment des pesticides, sur les fermes. On a 165 groupes qui sont reconnus par les pouvoirs publics à ce titre-là. Et ce qu'on a pu observer, c'est que dans ces démarches collectives, il y a un souhait de pouvoir répondre à différents enjeux, celui du partage de la valeur, voilà, entre les différents acteurs dont je viens de parler, producteurs, transformateurs, acteurs de la distribution. Un souhait aussi de pouvoir élargir l'offre de produits alimentaires locaux sur les territoires. Et puis cette volonté de transition agroécologique qui passe par des changements de pratiques sur les fermes, l'introduction de nouvelles cultures notamment, et qui appelle à un besoin d'accompagnement assez important pour les collectifs de fermes dans cette transition-là. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place le projet Filter, qui avait pour but de mieux accompagner le développement de ces démarches-là. Et on peut avancer à la diapo suivante. Rapidement, j'accélère. Le projet Filter, donc c'était un projet qui s'est déroulé sur 3 ans, entre 2022 et 2024, qui était lauréat de l'appel à projet recherche innovation du programme Ecophyto 2, qu'on a piloté en partenariat avec Commerce Équitable France, le réseau des CUMA, et avec des partenaires locaux, notamment des groupes CIVAM et aussi et quelques collectivités territoriales. Voilà, un projet qui avait pour objectif de mieux comprendre la dynamique de développement des filières, leurs conditions de développement, de pérennisation et leur organisation, et avec un autre objectif du coup d'enrichir les outils d'accompagnement pour ces filières-là, sachant que c'est aussi le cœur de métier du réseau CIVAM de pouvoir travailler sur ces questions d'accompagnement. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais c'était un projet de recherche-action. Il y avait aussi des organismes de recherche associés au projet qui nous ont permis de faire ressortir des différents points d'analyse. On peut passer à la diapo suivante, que je ne vais pas détailler, mais je voulais juste partager avec vous un schéma de filière. C'est des schémas qui ont été produits dans le cadre du projet, mais qui donnent à voir en fait comment s'imbriquent et les interrelations qu'il peut y avoir entre les différents types d'acteurs au sein des filières. Là, on a en jaune les acteurs de la transformation, qui là, dans l'exemple, en l'occurrence, la filière huile oléande dans les Landes, la CUMA qui a été montée par un collectif d'agriculteurs et au centre du projet. Donc, on a les acteurs de la transformation en jaune, la CUMA là et la SARL oléande qui permet d'acheter et de revendre les produits issus des fermes ou qui ont été transformés par la CUMA. On voit en orange les circuits de distribution, en vert les producteurs et en bleu les structures d'accompagnement, là en l'occurrence le CIVAM local et la CUMA. Voilà, on y reviendra si vous avez des questions, je passe très vite, mais c'est pour donner un peu une vision de comment on peut se représenter une filière territoriale. Et on peut passer alors j'ai pas prévu du tout de présenter ce second schéma, sachant que la filière Mont Plateau sera présentée plus tard.
Voilà. Donc, nous, au sein du projet Filter, on a pu étudier 3 leviers de développement de ces filières que je vais détailler là. Le premier étant la gouvernance collective de ces filières-là. Donc, toutes les filières qui ont été étudiées émergent d'une implication de différents acteurs du territoire, différents corps de métier, maillons de la filière, avec une volonté partagée de construire collectivement une organisation. Donc, nous, dans ce qu'on a vu souvent à l'initiative des projets, on retrouve les producteurs, les agriculteurs et les agricultrices, mais aussi voilà, les transformateurs, les distributeurs, et puis parfois, et de plus en plus souvent, je crois, les collectivités territoriales. Et cette implication de chacun des acteurs permet une mise en commun des connaissances et des compétences autour d'une chaîne de valeur, d'exprimer et de partager des constats et des besoins sur les territoires concernés, et de s'accorder sur des valeurs sur lesquelles les acteurs veulent s'engager ensemble pour monter ces filières-là. Donc, on a observé différents modèles de gouvernance qui sont variables selon les projets, les acteurs. C'est des modèles de gouvernance qui se construisent de manière progressive, pragmatique, adaptative, et puis avec des ajustements réguliers selon les avancées, les échecs aussi auxquels peuvent faire face voilà, les acteurs. Donc au départ, c'est des formalisations qui sont assez faibles et qui se renforcent, notamment avec souvent la définition de cahier des charges, puis la mise en place de règles de conduite, de formalisation d'organisation. Donc on a un premier modèle, et je vais encore une fois aller vite parce que je vais exploser mon temps, un modèle avec des relations plutôt bilatérales entre les acteurs qui se rassemblent autour d'une charte, c'était le cas de Port-Authentique en Bretagne, un modèle, le second, où on retrouve la filière Oléante que j'ai présentée, où on a un acteur central qui joue un peu un rôle de coordination, et puis un troisième modèle où tous les acteurs se retrouvent au sein d'un même collectif avec une multiplicité de relations. Et puis le plus souvent, en fait, on est aussi sur des modèles hybrides qui s'inspirent de ces différents modèles de gouvernance, voilà, et qui s'adaptent à chaque filière. Le second levier sur lequel on a travaillé, qu'on a étudié, c'est la question de la création de valeur ajoutée pour développer ces filières. Une des choses qui est importante, parce qu'on a interrogé des producteurs et productrices engagés dans ces filières, et tous se déclarent plutôt satisfaits du niveau de prix et de rémunération. Donc c'est un point assez important. Il y a différents dispositifs d'élaboration de prix rémunérateurs dans ces filières, avec des accords et des contrats qui peuvent être variables dans le temps entre les acteurs, des niveaux de formalisation variables aussi. Et puis on a travaillé avec Commerce Équitable, on s'est aperçu que le commerce équitable aussi est un des formats le plus finalisé et où il y a le plus de contrôle aussi pour s'assurer d'avoir des prix qui soient rémunérateurs pour l'ensemble des acteurs de la filière. Les prix sont souvent définis selon 2 modalités, soit à partir du prix de revient sur les fermes, soit à partir d'un prix de référence qui est pris sur le marché auquel on ajoute un complément. Voilà. Et ça, c'est encore une fois la relation de confiance qui peut s'établir entre les différents acteurs de la filière qui s'engagent collectivement, qui permet aussi de travailler sur un accord autour des prix. Et enfin, le troisième levier sur lequel on a travaillé, c'est la formalisation des engagements agroécologiques sur ces filières. Donc là, on observe aussi, on va dire, deux types de référentiels différents. Des filières qui vont s'engager sur des référentiels existants, comme l'agriculture biologique, le commerce équitable, d'autres tels qu'HVE, le label rouge, ou alors des référentiels qui sont construits au sein des filières avec des cahiers des charges co-construits, des chartes spécifiques. Voilà. Et dans ces cas-là, qui demandent aussi à mettre en place un certain système de contrôle pour les pratiques, pour s'assurer qu'elles soient d'une part effectives et s'assurer aussi de maintenir la confiance entre les différents acteurs des filières. Et c'est ce qui est souvent fait avec des systèmes participatifs de garantie, le SPG sur ma diapo. Voilà, c'est ce qui est fait notamment dans le cadre des engagements commerce équitable. Et puis souvent dans les filières, on a quand même des engagements qui sont à 2 niveaux, avec des engagements sur des référentiels qui existent et des propres cahiers des charges qui sont définis, qui viennent renforcer aussi des labels existants. Voilà. Et là-dessus, un petit point, il y a un enjeu de communication aussi et de visibilité des labels qui est assez fort, parce que l'enjeu de ces filières, bien évidemment, c'est qu'elles trouvent leurs consommateurs. Donc, tout l'enjeu est aussi de pouvoir rendre visibles les engagements agroécologiques qui sont pris par les acteurs dans la filière.
J'ai mis une diapo pour donner une idée du type d'engagement qui peut être pris plus spécifiquement dans les cahiers des charges. Je vais aller très vite, mais qui vont de la réduction des intrants, l'agriculture bio, mais aussi parfois juste la restriction de certaines substances, de certaines molécules, l'allongement des rotations et la diversification, l'interdiction d'OGM, l'interdiction d'autres choses. Voilà, vous avez quelques exemples. Je passe un peu vite, je pense que ça vous parle. Voilà pour les différents axes d'analyse qu'on a eus. Et je vais conclure là-dessus, je vais aller un peu vite. Mais tout l'enjeu aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir accompagner le développement de ces filières-là. Et on le voit de par la multiplicité d'acteurs qui sont engagés et ce que ça demande entre le moment où une filière émerge avec la volonté de développer des nouvelles pratiques sur des fermes et de mettre en place des outils de transformation communs et de pouvoir ensuite commercialiser. On a des besoins d'accompagnement qui sont multiples et assez complexes, qui demandent de développer des compétences assez diversifiées. Nous, on a divisé un peu ces questions d'accompagnement en 3 axes, organisationnels, techniques et économiques. Et je pourrais aller plus loin là-dessus à une autre occasion. Voilà. Et donc, tout l'enjeu est de pouvoir accompagner ça. Je passe vite parce que je pense que je l'ai déjà dit. Là, voilà, c'était juste pour reschématiser les phases de développement d'une filière. Juste pour information, nous, dans ce qu'on a vu, le développement d'une filière, ça prend entre 1 an et 7 ans. Voilà. Donc, il y a une temporalité aussi qui est importante et un enjeu de consolidation et de pérennisation et d'autonomisation aussi vis-à-vis de l'accompagnement qui se pose, qui est assez important. Et je vais vite. Voilà. En bref, j'ai besoin qu'il varie, une structuration longue. Et il y a une dernière diapo sur les ressources filtères. Je ne la détaille pas, je vous propose de la diffuser, sachant qu'on est en train de monter une formation sur la question de l'accompagnement des filières. Oui, on met dans le chat, Alexia a dû le faire pendant que vous parliez. Vous retrouverez donc les différentes ressources là citées et puis la formation. On pourra, si vous voulez, en dire quelques mots à la fin très rapidement. En tout cas, le diaporama sera bien rediffusé à tout le monde une fois le webinaire passé. Merci Laure pour votre intervention et pour ces détails apportés à la question de la définition surtout de la filière territoriale et puis comment est-ce que on peut se situer en tant que collectivité territoriale dans ce type d'organisation. Aussi, quels sont les apports d'une filière locale sur un territoire. Pour continuer, on disait qu'on allait focaliser sur la filière bovine. Donc, on a demandé à Marie Gilbert, qui est directrice d'Interbev, donc l'interprofession bovine viande. Et donc, oui, Marie, donc, qui a pas son micro encore d'ouvert, mais voilà, j'ai la diapo devant moi. Alors, Marie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement effectivement ce qu'est Interbev, donc de où vous parlez, et puis ensuite nous parler un peu de cette filière et des défis qui sont les siens aujourd'hui. Ok, merci, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous prie d'excuser mon président qui devait être présent, mais il a été retenu sur son exploitation agricole. Donc, sur la deuxième diapo, je vais vous présenter Interbev, donc l'interprofession bétail et viande. Voilà, vous voyez, en fait, Interbev, les membres sont des organisations professionnelles nationales qui vont être réparties dans 4 maillons, donc les 4 maillons de la filière. Le premier, c'est l'élevage. Le second, la mise en marché des animaux. Le troisième, c'est l'abattage, la découpe et la première transformation. Et le quatrième, c'est la distribution. On travaille sur 5 sections. Alors moi, je vois pas le bas des diapos, mais donc ces 5 sections sont la section bovin, veau, ovin, caprin, équin. Donc tout ce qui est porc et volaille va être traité par d'autres interprofessions. Et après, donc la filière a travaillé sur une stratégie pour répondre aux enjeux sociétaux, stratégie qui est aujourd'hui labellisée engagée RSE confirmée. Voilà, merci Maïwen. Sur la diapo suivante, je vous ai fait un petit focus sur ce que c'est que la filière élevage et viande en Nouvelle-Aquitaine. Donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est une grande région pour ceux qui sont dans d'autres régions, c'est 12 départements. On considère que la filière représente 64 000 emplois pour nous sur 500 000 au total au niveau français. En Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près 26 000 éleveurs
sur les 5 espèces qui nous concernent. Et puis encore la chance d'avoir plus d'une trentaine d'abattoirs qui sont en bleu sur la carte. En termes de production, on est surtout reconnu pour la production allaitante, c'est-à-dire qu'on est la première région en termes de cheptel bovin viande, avec des races que vous connaissez tous comme la blonde d'Aquitaine, la limousine, la charolaise, la partenaise ou la basadaise. Et on est également, c'est quelque chose qui est moins connu, la première région en termes du nombre d'éleveurs de veaux. Et après, la troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est que, vous voyez, il y a une partie d'export qui est important. Ça s'explique sur la structuration de filière qu'en France, on est habitué à manger de la viande de vache et on ne mange pas forcément de la viande de mâle. Enfin, historiquement, c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, on les envoie notamment en Italie. Voilà, on envoie ces broutards, 70% des broutards de Nouvelle-Aquitaine sont exportés en Italie. Mais ça peut être un point qui peut être travaillé si aujourd'hui, voilà, en termes d'action des collectivités, on veut travailler sur la consommation de jeunes bovins en collectivité, pourquoi pas. Sur la diapo suivante, je vous ai mis le point de contexte de la filière. Voilà. Donc la filière, depuis 2016, en fait, est frappée par la décapitalisation. Alors, on entend souvent parler de la décapitalisation. C'est quoi? C'est la baisse de cheptel. Au niveau national, c'est le premier graphe. On a perdu plus d'1 million de vaches en 8 ans. En rouge, vous avez la courbe des vaches allaitantes et en bleu, des vaches laitières. Sur les deux petits graphes en dessous, c'est les éléments au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous, Nouvelle-Aquitaine, on est une région moins laitière, donc beaucoup plus allaitante. En 8 ans, on a quand même perdu 33% des vaches laitières. Donc, c'est la courbe bleue pleine. Et vous avez la courbe bleue en pointillé au-dessus, c'est la moyenne nationale. Et on a perdu 17% de nos vaches allaitantes. C'est la courbe rouge pleine. Donc, c'est un tout petit peu plus marqué qu'au niveau national, c'est la courbe en pointillé. Je veux dire qu'une baisse de cheptel, ça va impacter l'ensemble de la filière. Donc, tous les maillons que vous avez vus à la fin, donc le maillon de la mise en marché, il y a moins d'animaux à commercialiser. Les abattoirs, ils ont moins d'animaux qui rentrent dans leur entreprise. Et au niveau de la distribution, on va le voir sur la diapo d'après, finalement, la consommation de viande, elle baisse beaucoup moins que le cheptel. On est entre 2023 et 2024 sur une diminution de consommation d'1,8%. Donc, les maillons de la distribution vont devoir avoir recours à l'import pour répondre à la demande des Français. Donc, sur ce graphe, vous avez la quantité de viande en tonnes équivalent carcasse. Donc, vous savez, une carcasse, derrière, il y a un taux de rendement à rapport à la viande brute entre 2023, 2024, 2025. Donc, vous avez les variations. Ce qui nous interroge... Ah non, c'est pas tout de suite. Donc, sur la diapo d'après, j'ai voulu faire un zoom. C'est comment est distribuée la viande bovine en France. Donc, vous avez une étude qui s'appelle Où va le bœuf, qui est faite tous les 4-5 ans, parce que c'est une grosse étude qui est faite, ce qui nous permet de regarder les débouchés totaux pour la viande de gros bovins française à importer. Donc, c'est notre viande qu'on produit et qu'on va importer pour pouvoir répondre à la demande des consommateurs. Si on compare de l'ancienne étude à la dernière étude qui se base sur les chiffres 2022, ça évolue peu. Donc, on est 1% d'autoconsommation, 3% en vente directe, 11% en boucherie, 38% en GMS. Vous avez des plats préparés industriels 10%, la restauration hors domicile 24% et l'export c'est 13%. Les évolutions, c'est quoi? Ça va être notamment une diminution de la consommation via la grande distribution pour aller plus vers la restauration hors domicile. En fait, on a perdu 4% en GMS et on a gagné 4% en RHD. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une évolution de la consommation française. On consomme moins à domicile de la viande bovine, mais plus en restaurant. Vous connaissez tous, il y a eu le boom des burgers dernièrement qui peut expliquer en partie. Et à droite, vous avez un graphe qui, par débouché, vous représente le type de viande qu'on met. Et en noir, c'est la viande importée. Donc, les blocs noirs, c'est de la viande importée brute et les blocs hachés noirs, c'est la viande importée transformée. Et ce qu'on constate, c'est que la viande importée est notamment inscrite dans le débouché de la restauration hors domicile. Et il y a une disparité. Donc, cette RHD, si on compare les 3 types de restauration, il y a la restauration collective, la restauration commerciale et la restauration rapide. Et en fait, la restauration collective, c'est 27%. Dans la restauration collective, on va retrouver 27% de viande importée. On va surtout retrouver la viande importée en restauration commerciale. Donc là, on est à hauteur de 60% et dans la restauration rapide, 62%.
Donc, il y a des leviers. Ce qu'on peut dire, c'est que la restauration collective a quand même fait un gros travail d'appro français. Il reste sans doute encore des marges de manœuvre sur Egalim. Et la restauration commerciale, on a un sacré travail encore à faire pour réintégrer la viande française. Et donc, cette consommation qui diminue, mais beaucoup moins rapidement que la décapitalisation, nous pose pas mal de questions en termes de souveraineté alimentaire à date sur la filière viande bovine. Donc, la courbe du haut, c'est la courbe de la consommation. La courbe du bas, c'est la courbe de la décapitalisation. Et donc, on s'arrête en 2023 avec une projection. Donc là, on suit, mais je vous ai mis à date, quand on avait fait la projection par rapport à la conso et la décapitalisation. Et en 2023, on est à 90% de souveraineté alimentaire sur la viande bovine. Et la projection a mis à dire que si les tendances continuaient, on serait à 67% de taux d'appro. Et pourtant, ce que j'ai mis sur la diapo d'après, c'est que notre production française, elle est durable. Elle est durable pour plein de raisons. Alors, des fois, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais je pense que c'est nécessaire de le rappeler. Tout d'abord, le point important, c'est que en France, une exploitation en moyenne a 60 vaches. Donc ça, c'est à retenir. On regardera après par rapport aux autres chiffres. Cet élevage, c'est des atouts pour la biodiversité, l'entretien des paysages. Les bovins vont sur des surfaces plus accessibles. C'est un atout pour l'économie circulaire. Donc, la production va valoriser des sous-produits d'alimentation humaine. À noter quand même, une exploitation en bovin, c'est 84% d'autonomie alimentaire sur l'élevage viande. L'élevage bovin, c'est des atouts en termes de fertilisation organique des sols. La production d'énergie renouvelable peut aussi être travaillée. Et puis, c'est du stockage de carbone. C'est du stockage de carbone dans les 13 millions d'hectares de prairies et de parcours. Un bovin reste un herbivore, donc ça doit manger de l'herbe. Donc 78% de l'alimentation d'un bovin viande, c'est de l'herbe. Et c'est à minima 5 à 8 mois de pâturage. Donc ce pâturage, c'est aussi un atout pour contribuer à la qualité de l'eau et lutter contre l'érosion. Et puis tout ça, c'est la vie des territoires. Et ça crée de nombreux emplois directs et indirects. On a vu 500 000 emplois. 500 000 emplois dans la filière, plus tout ce qui va contribuer en indirect. Si on continue, j'avais dû mettre une diapo sur une étude qui a été faite, une étude faite par Ceresco. On leur a demandé d'étudier les impacts économiques, environnementaux et territoriaux si la décapitalisation se poursuit. Donc, on est parti sur la base que je vous ai montrée et sur l'hypothèse qu'en 2030, on reculerait encore de 19% en termes de cheptel de vaches mères. Donc, tout cela nous amènerait à perdre en fait une production de 18,5% de viande. Donc, vous avez vu, la consommation ne baisse pas tant que ça. Donc, ce serait derrière la viande importée. On perdrait en emploi, équivalent de 37 000 emplois. Il y aurait un retournement de prairie, parce que donc, ces animaux sont des vaches qui pâturent, qui vont à l'extérieur, équivalent de la surface du département des Yvelines chaque année. Donc, ce retournement de prairie, c'est aussi de la décarbonation. On va libérer du carbone. Et puis, en plus, on va contribuer à l'émission de gaz à effet de serre en important de la viande. Et derrière, on va contribuer au déficit commercial français avec la filière viande bovine. Donc, la filière, aujourd'hui, clairement, elle ne veut pas de ce scénario. Il y a 3 axes de travail sur la diapo suivante qu'on a présenté. L'enjeu, c'est de reconquérir la souveraineté alimentaire avec 3 pistes. La première piste, c'est préserver le cheptel pour assurer la capacité de production. Alors, comment les collectivités peuvent travailler dedans? J'ai essayé de regarder un petit peu. Il est important aujourd'hui de préserver des soutiens suffisants pour inciter à faire naître des veaux, garder les cheptels sur les territoires et travailler sur l'engraissement des animaux sur les territoires. Vous avez vu, ça permettra derrière de consolider toute la filière et d'avoir de la viande française ou régionale ou territoriale en restauration ou en distribution. C'est aussi travailler sur l'installation et le financement pour favoriser la reprise des cheptels. Et enfin, le 3e point pour préserver le cheptel, c'est accompagner le développement de la contractualisation. Donc, c'est aussi du Egalim, j'en ai entendu parler tout à l'heure. La contractualisation est obligatoire, mais ça permet de sécuriser la rémunération des éleveurs et l'approvisionnement des acheteurs.
Le deuxième point qui nous semble important, c'est la promotion de la viande française dans la consommation. Donc, toujours travailler pour appliquer les règles d'approvisionnement des lois EGalim, confortées par la loi climat. Donc, je rappelle, c'est 60% de viande bovine EGalim et 100% restauration d'État. C'est aussi promouvoir la place de la viande française, régionale, territoriale dans les cantines et travailler sur la revalorisation de la commande publique. Un axe qui semble important, vous l'avez vu, en fait, c'est là où on trouve la majorité de la viande importée. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à sensibiliser les cuisiniers sur nos territoires, la production de viande de territoire, la filière française qui est assez sécuritaire avec une traçabilité. Et puis, retravailler la commande. Voilà, on pense pas muscle, mais on pense plat. Comme ça, derrière, on arrive plus facilement à travailler sur l'équilibre carcasse. Et même en tant que tous citoyens, quoi, veiller quand on va en restaurant, regarder l'affichage et veiller qu'on soit sur un appro français. Sur le troisième axe, donc c'est soutenir notre modèle d'élevage autonome et herbagé. Pour ça, on entend parler aujourd'hui des accords de libre-échange avec le Mercosur, hein, c'est d'actualité. Donc, en France, je vous le rappelle, on est à 60 vaches par exploitation. Au Brésil, pour info, le cheptel, c'est 20 000 animaux par exploitation. On est sur des modèles complètement différents. Et puis après, le point important, c'est qu'on a vraiment travaillé sur une feuille de route décarbonation. Donc, vous savez, l'État a demandé à chaque filière de travailler sur une feuille de route. Aujourd'hui, avec la décapitalisation, on arrive à identifier des solutions en disant qu'on ne va pas émettre plus de carbone. Et surtout, on va contribuer à en faire moins, mais pas en continuant à décapitalisation, c'est-à-dire en travaillant sur une meilleure productivité. Meilleure productivité, ça veut dire optimiser le travail des éleveurs et puis aussi aller évoluer vers des pratiques alimentaires qui utilisent encore plus ces systèmes herbagés, qui nous permettra de mettre d'avoir un peu plus en termes de surface de prairie. Et sur la diapo suivante, je vous ai mis, c'est demain, si on travaille sur la souveraineté alimentaire en lien avec la feuille de route décarbonation, on pourrait arriver à avoir un système encore intéressant. Voilà, on pourrait arriver à stabiliser le cheptel mère, ce qui nous permettrait, en travaillant sur la productivité des élevages, de gagner 1,7% de production de viande bovine. Productivité, c'est aussi relocaliser l'engraissement sur les territoires. Ça nous permettrait de conforter les emplois, voilà, d'avoir plus 3,6% de prairies. Et donc, ces prairies, c'est aussi un stockage de carbone. Augmenter la surface des haies. Et puis, gagner surtout des points en termes de souveraineté alimentaire en viande bovine. Il y a quelques questions qui sont dans le chat, donc je vais les poser. Je vais commencer d'abord par vous, Marie, comme on vient de finir votre présentation. Il y avait la question il y a un participant pardon, qui se questionne sur l'impact environnemental, notamment des élevages hors sol qui se développent aussi en France en parallèle, peut-être des élevages sur sol enherbé. On est bien en production bovine, hein, déjà. Donc, effectivement, tous les mères et les naissances, les vaches, elles vont à l'extérieur. Donc, on ne va pas avoir de production de broutard à l'extérieur. Après, on a une phase d'engraissement qui peut se faire en bâtiment. C'est une réalité. Après, donc, l'impact, c'était quelle question, Maïwen, sur l'impact? C'était la question sur l'impact environnemental de ces élevages hors sol. Ouais. OK. Impact environnemental, donc il y a un outil d'évaluation qui est fait par la filière qui s'appelle le CAP2ER. Donc, le CAP2ER, c'est un diagnostic sur les exploitations. On calcule l'impact environnemental, productivité, économique. Et ce qu'on observe, en fait, c'est ce gradient productivité, environnement. En fait, on doit gagner aussi en productivité pour être efficace au niveau environnemental et pour être efficace au niveau économique. Gagner en productivité, ça veut dire si on reprend nos exemples de vaches, ça va être diminuer l'intervalle vélage-vélage. Parce qu'une vache qui a un intervalle
assez élevé va effectivement produire du méthane. Donc, si on arrive à réduire ces vélages, la durée entre 2 vélages, on va gagner en productivité. Donc, on le sait et on essaie au maximum de travailler dessus. Et bon, l'outil, on vous le remet dans le chat. Enfin, je sais pas si Alexia, toi, tu arrives à le trouver en ligne entre deux. En tout Le cas, 4-2 heures, ouais, on va ouais, vous le retrouver. On vous le met dans le chat pour que vous ayez accès à ça. On demandait à quelle échelle il s'adressait. C'est à l'échelle de l'élevage, hein, c'est ça? oui. Outil. Ouais, c'est un Ouais, outil d'évaluation des impacts environnementaux, je vous le mets. ouais, super. C'est un outil qui est développé par l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Hop, je vous mets tout de suite les informations dessus. Et en complémentarité, effectivement, des différents points que tu as évoqués sur l'impact environnemental des, euh, des filières élevage bovine, il y a quelqu'un qui rajoutait qu'effectivement, il parlait des différentes zoonoses et de leur gestion qui pouvaient aussi augmenter la diminution des cheptels. Ouais, Voilà, c'était c'est clair. simplement par rapport en réaction à aussi ce qui a pu se passer ces derniers mois avec différentes maladies Ouais. et leur gestion. Oui, et Euh, donc ça oui. impacte sur la fertilité des animaux et la mortalité aussi. Ouais. Et en France, on a été bien impacté. Alors en région, c'est plutôt la MHE qui nous a impacté. Et en France, on a eu un impact important par rapport à la FCO. Mais c'est vrai. Et on doit apprendre à vivre avec ces zoonoses Alors, je continue avec vous, Marie, encore. Il y a une filière une question, pardon, sur comment est-ce que vous avez déjà entrepris un travail sur la valorisation de la viande française pour la tracer, notamment dans la restauration commerciale? J'imagine plutôt privée, puisque dans la publique, voilà, on a le plan Egalim et puis du coup des suivis avec ma cantine, etc., mais plutôt dans la commerciale privée. Alors, pour moi, la traçabilité en viande bovine, c'est une traçabilité individuelle en France, donc on est quand même assez sécurisé dessus. Sur toute la stratégie au niveau restauration commerciale, aujourd'hui, on a accompagné les restaurateurs pour valoriser viande bovine française, donc VBF. Donc aujourd'hui, on travaille surtout auprès des futurs restaurateurs en intervenant via des masterclass pour expliquer ce que c'est la production de viande, montrer un petit peu sur son territoire du restaurateur les races, donc plutôt races allaitantes, expliquer cette traçabilité. Donc on vient avec un éleveur qui montre ce que c'est qu'une boucle, qui vient avec un passeport. Et puis ce que je disais aussi, il faut qu'on arrive à retravailler la façon dont on travaille l'appro et qu'on cuisine la viande ce que j'ai dit, c'est penser plat et pas penser muscle, parce en fait, on connaît pas tant de muscles que ça. Un restaurateur, il va commander 4-5 pièces, et il en existe une multitude dans un bovin, et en fait, cette multitude arrive à faire les mêmes types de repas. Et on arrivera plus rapidement à l'équilibre carcasse, et si on arrive à avoir un équilibre carcasse, on peut travailler un peu plus territorialisé. Mais Et la traçabilité aujourd'hui est quand même en France très sécurisée. Après, on n'arrive pas, on n'a pas de blockchain pour arriver à dire où va la viande dans chaque restaurant. en complément, ce sera la dernière question pour Marie, et ensuite j'ai juste une question pour Laure. Quels sont les leviers pour travailler la relocalisation sur l'engraissement Mm. dans un Voilà, contexte où les prix des aliments pour l'engraissement augmentent et où le prix de vente à l'export des animaux maigres est attractif? c'est clair. Oui, 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 c'est clair que les animaux maigres aujourd'hui, c'est très attractif. En fait, il faut savoir qu'au niveau européen, on manque de bovins. C'est pas qu'en France, la décapitalisation, c'est dans toute l'Europe. Donc, toute l'Europe cherche des animaux. Quelle solution? Aujourd'hui, ce qu'on incite, c'est la contractualisation de la part des abatteurs qui ont aussi besoin d'avoir une fourniture. Donc, on communique sur pas mal d'outils pour contractualiser et notamment assurer une sécurité d'appro des abatteurs. Mais ouais, le contexte n'est pas évident. Ok, merci Marie pour toutes ces réponses. Je sais qu'il y a d'autres questions qui sont Oui, en je cours. vois On va pas. arriver, ouais. Mm. Ouais, on va laisser
on va laisser la parole aux autres personnes qui attendent d'intervenir. Et puis, à la fin, il y aura aussi un autre temps de questions-réponses si jamais. Et ça pourra peut-être répondre déjà à vos questions. Et alors, pour compléter votre intervention, on a une question qui se pose alors sur cette diapo. Hop, je pense que ça concerne cette diapo, qui posait la question sur les nouveaux engagements via des concertations, qui effectue ces contrôles dans la formalisation des engagements. Donc j'imagine comment est-ce qu'on vérifie que ces engagements sont bien tenus. Oui, rapidement, c'est ce que je disais, soit ça s'inscrit dans des référentiels qui existent, typiquement l'agriculture biologique ou commerce équitable, enfin, agriculture biologique, il y a des contrôles extérieurs. Enfin, voilà, il y a des organismes certificateurs. En cas de nouveaux engagements, je pense que la question concerne ça, avec des cahiers des charges ou des chartes spécifiques à des nouvelles filières. Ce sont souvent les acteurs de la filière qui s'organisent sur comment on contrôle le respect des engagements. Et c'est pour ça que ça passe souvent par des SPG, des systèmes participes de garantie, qui sont un système de contrôle par les pairs, avec des contrôles sur les fermes qui sont effectués par des membres de l'organisation. Et il y avait une dernière question sur le type de gouvernance. Alors, les 3 modèles que vous avez présentés, quels sont les éléments à prendre en compte pour aller vers l'une ou l'autre de ces 3 dynamiques? Très rapidement. J'ai vu la question. Je ne vais pas répondre directement à la question parce que je pense que comment va se définir la gouvernance au sein d'une filière va dépendre aussi beaucoup de comment elle émerge et de la place et de l'initiative des acteurs qui en font partie. Donc, c'est plutôt de voir qu'on peut adapter les modes de gouvernance selon les dynamiques de filière. Typiquement, selon que l'initiative aussi vient des agriculteurs, qu'elle se centralise autour d'un outil de transformation, par exemple. Voilà. Donc, je pense que ça pourrait, pour aller plus loin, on pourrait rentrer dans les études de cas qui ont été faites dans le cadre du projet Filter pour voir comment chaque filière a débouché sur ce type d'organisation. Après, je le redis aussi, on est souvent sur des modes d'organisation qui sont un peu hybrides. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que finalement, il y a des exemples, il y a des formes de schémas, mais c'est aussi beaucoup chaque filière qui va s'organiser selon sa propre dynamique et selon ses propres atouts, contraintes, etc. Quoi. Voilà. Et Donc, je ne réponds pas vraiment à la question. Non, mais en fait, on va continuer aussi avec les interventions qui viennent. Merci Laure pour cette réponse. On va pouvoir répondre en partie aussi à ça, puisqu'on va avoir notamment Juliette Texier un peu plus tard qui va nous raconter comment l'atelier des Six Vallées, qui est une petite transformation, mais qui fait partie finalement d'un environnement et d'une organisation particulière sur un territoire. Donc Bruno Philippin, vous Oui. êtes vice-président en charge de l'environnement sur la communauté de communes du Mont-Morillonnais. Vous avez donc notamment suivi de près voilà, le développement de Mon Plateau, qui est un outil de transformation et puis de rassemblement finalement de différents besoins, de réponse à un besoin qui a été exprimé sur le territoire. Donc d'abord, pour commencer, peut-être est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le contexte territorial sur lequel vous vivez, donc où est-ce que vous habitez et où est-ce Ouais. que se passent les actions que vous allez nous décrire avant d'embrayer sur ensuite comment est-ce que vous avez accompagné aussi à l'échelle de la communauté de communes l'articulation entre les différents acteurs locaux, l'accompagnement de l'aval à l'amont. Voilà, je reviendrai vers vous pour ces questions. Ok, bonjour à toutes et tous. Ouais, donc Bruno Philippin, élu effectivement à la communauté de communes Vienne-et-Gartempe. On est dans le sud-est de la Vienne. On a un gros territoire rural et très agricole d'à peu près 39 000 habitants sur 2000 km². Donc c'est très vaste, 55 communes. Une petite précision par rapport à ce que vous venez de dire, Maïwan, sur Mon Plateau, qui est une association, vous avez évoqué outils de transformation par rapport à ce qui a pu être évoqué à l'instant. Pour lever un doute possible, ce n'est pas un outil de transformation physique comme peut l'être un abattoir, ou enfin plutôt un atelier de transformation. Hein. C'est un outil qui est une fédération, outil dans le sens fédération d'acteurs qui travaillent sur la filière. Voilà.
Donc, je reviens sur le territoire. Donc, la place de l'élevage sur notre territoire en Vienne-et-Gartempe, on a l'élevage ovin et l'élevage bovin-viande qui étaient traditionnellement très présents, notamment sur une partie, une bande qui va du sud-ouest au sud-est de notre territoire. On est dans le sud du département de la Vienne, à la limite de la Haute-Vienne principalement, mais aussi Charente et Indre. Et en bordure de l'ex-Limousin, on a des zones traditionnellement très tournées vers l'élevage. Depuis, allez, je pense que c'est un schéma que tout le monde a en tête, mais on va prendre la décennie des années 1980 comme repère. Hein. Depuis les années 80, on a un recul de ces élevages traditionnels. Avec pas mal de conséquences environnementales, hein, ça a été évoqué tout à l'heure. Merci pour les deux interventions d'ailleurs de tout à l'heure, hein, Sivam et Interbev. Les questionnements macro que vous posez, on les a à l'échelle d'un territoire rural et agricole comme Vienne-et-Gartempe. Donc les conséquences du recul de l'élevage sont notamment environnementales, baisse du bocage, baisse des zones humides par exemple, baisse des surfaces en prairies et notamment prairies naturelles. Donc tous les services écosystémiques qui ont pu être cités, captage de carbone, biodiversité, rôle dans le cycle de l'eau et dans le stockage de l'eau, etc., etc. On a vu ces services écosystémiques diminuer fortement. Alors, sur notre territoire Vienne-et-Gartempe, les filières longues dominent en élevage. On a 2 abattoirs et de manière générale, sur ces exploitations agricoles qui sont en élevage, on a une vraie problématique évidemment de pérennité qui elle aussi a pu être exprimée avec des questionnements techniques. L'approvisionnement en fourrage, par exemple. Hein, cette année, ça a été bon, sauf qu'il a fallu donner, sur notre territoire, ça a été bon, hein, le fourrage, mais il a fallu donner aux bêtes dès le mois de juillet. Donc voilà, les stocks ont fortement diminué. Et puis les problèmes de fécondité, de fertilité qui ont pu être évoqués aussi à travers des différentes maladies qui ont affecté fortement la fertilité en élevage bovin-viande. Et j'ai eu des informations un peu off, hein, mais plusieurs témoignages d'agriculteurs qui me disent qu'ils connaissent des collègues qui vendent le cheptel, qui arrêtent carrément ou qui se séparent en partie. Donc, problématique à ce niveau-là. Évidemment. Et puis, la question de l'élevage sur un territoire comme le nôtre, hein, c'est la question évidemment des cours et de la rentabilité économique des exploitations. Et puis, il ne faut pas oublier la question du prix des terres qui est en train d'augmenter avec la pression des énergies renouvelables qui est très forte sur notre territoire. Et on voit poindre également la problématique de la captation carbone avec un marché lucratif. On commence à avoir 2-3 exemples de ça, et ça fait assez peur sur la question de l'accès au foncier pour les agriculteurs et notamment les éleveurs. Alors, voilà un petit peu pour le portrait et la place de l'élevage sur le territoire. Alors, le rôle des collectivités et le lien avec l'association Mon Plateau. Donc, un petit focus sur l'association Mon Plateau. Donc, Mon Plateau, c'est une association qui a une dizaine d'années, qui a émergé des acteurs du territoire. Hein. Ce n'est pas les collectivités elles ont accompagné les collectivités depuis 10 ans, mais ce n'est pas elles qui sont à l'origine. Et c'est une association qui a toujours pour but de fédérer, de mettre en réseau tous les acteurs qui sont motivés par l'approvisionnement de proximité et en particulier dans la restauration hors domicile. À la base, l'association avait été créée pour ça. Donc, Mon Plateau, depuis 10 ans que l'association existe, c'est devenu un CIVAM, une branche du CIVAM local. Et surtout, c'est un acteur hyper important et un outil levier hyper important pour faire évoluer et pour mieux structurer les filières, notamment la filière viande bovine sur notre territoire. Alors, vous avez actuellement le travail fait dans le cadre de Filter, en fond d'écran, pardon. Vous avez le travail fait dans le cadre de Filter sur cette filière viande bovine et ovine sur le territoire. Je vais pas la détailler, mais voilà, hein, Mon Plateau agit sur toute cette chaîne qui apparaît sur vos écrans. Donc, sur l'histoire de l'association, ouais. Oui, pardon.
Non, non, c'est bon, c'est bon. Faut que je presse un peu peut-être. Sur l'histoire de l'association, pas mal de soubresauts. C'est une association qui dépend en grande partie de financements publics. Et ces financements, ils sont par définition volatiles. Ils sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Et l'association a eu des coups d'arrêt parce que il faut, pour faire tourner une association au-delà des bénévoles, il faut du salariat. Et sécuriser le salariat dans cette association, c'est une vraie problématique. Le rôle de la collectivité et des collectivités par rapport à une association comme celle-ci, c'est de venir en soutien sur ces questions notamment de la sécurisation du salariat. Sur notre territoire, Vienne-et-Gartempe, on a un PAT. On est engagé dans un projet alimentaire territorial depuis 2021, donc un PAT dit de niveau 1 qui nous conduit jusqu'à cette année 2025 et on vient de candidater. Là, c'était un appel à candidature auprès du ministère de l'Agriculture. Il fallait candidater au 15 septembre dernier sur un PAT de niveau 2 avec un engagement pour 5 années. Donc, dans le PAT1, le CIVAM, le Mont Plateau a tenu un rôle important en Vienne-et-Gartempe, et dans la candidature PAT2, Mont Plateau tient également un rôle important avec le CIVAM. Ce sont des acteurs majeurs. Alors, quelques exemples de soutien que la collectivité a pu apporter à la filière viande bovine, mais aux filières viande de manière générale. On a créé sur notre territoire un marché au cadran. Ça remonte au mandat précédent, au mandat municipal précédent et donc à la communauté de communes précédente, vers 2018-2019, et ça s'est fait avec les acteurs, avec les éleveurs, et ça se révèle être un très bon outil pour dynamiser le marché et puis sécuriser les choses, notamment financièrement pour les éleveurs. Donc c'est un outil qui est plutôt plébiscité par le monde de l'élevage sur notre territoire. C'est le marché au cadran des Héroles. On est une collectivité de communes qui n'a pas la compétence agricole, mais donc on s'est engagé dans le PAT, dans le projet alimentaire territorial, et on a mené dans ce premier PAT qui se termine en ce moment-là et qu'on conduit depuis 2021, sur un certain nombre d'actions qui concernent toute la filière, notamment la filière viande bovine qui nous intéresse aujourd'hui. Donc il y a des travaux qui sont menés sur les questions de logistique, sur les questions de transformation, la sensibilisation qu'a évoqué Interbev, on en fait beaucoup dans le cadre des Négalim auprès de la restauration collective notamment, mais aussi la restauration tradie à travers notre office de tourisme. Et un petit focus sur une action qu'on a promue avec, c'est pas pour le coup avec Mont Plateau, mais c'est avec le CIVAM. C'est un concours qui s'appelle Prairie Fleurie, et derrière l'expression de Prairie Fleurie, il faut voir prairie naturelle, et ça vise à promouvoir un élevage durable et l'autonomie qui a été évoquée également tout à l'heure, l'autonomie pour les agriculteurs, l'autonomie fourragère qui est hyper importante pour eux économiquement. Alors, les projets autour de la filière viande bovine et les projets collectifs qui peuvent se développer sur le territoire, pourquoi au niveau politique, sur une communauté de communes comme la nôtre, on soutient et quel intérêt ça a? Spécifiquement pour la filière élevage, le maintien de l'élevage sur le territoire, c'est un enjeu fort à plusieurs titres. De par la surface moyenne des exploitations agricoles en élevage qui est inférieure à celle, par exemple, en céréales, le maillage social n'est pas le même. Moi, je suis originaire du territoire. Depuis que je suis gamin, j'ai vu le nombre d'éleveurs diminuer de manière très spectaculaire sur ma commune. On était à une quarantaine d'éleveurs. On est aujourd'hui à une quinzaine qui ont leur siège d'exploitation sur la commune, et des surfaces qui sont énormes. Donc, maintenir de l'élevage, c'est aussi contribuer à ce maillage social avec des exploitations sur le territoire. Ce qui n'est pas le cas avec si tout part quand il y a des transmissions, si tout part à l'agrandissement, notamment en céréales. Et puis, il y a évidemment tous les services écosystémiques qui ont déjà été cités, et on est un territoire rural qui a une belle petite carte postale, mais on a
toutes les problématiques qu'on trouve dans beaucoup de territoires, quantité, qualité, chute de la biodiversité, les problèmes de captation carbone sur un territoire comme le nôtre, je l'évoquais tout à l'heure, ils sont importants, hein, et quand on voit des surfaces en herbe disparaître ou du bocage disparaître, c'est aussi du relargage de carbone. Alors, de manière plus concrète, comment, à l'échelle de notre territoire, la communauté de communes travaille à l'articulation des acteurs locaux et puis à travailler sur l'accompagnement sur toute la filière, hein, aval-amont. Donc, on a l'engagement politique qui est le PAT, avec cette candidature là, sur un PAT2 qui est conséquente financièrement. Donc, c'est un outil politique intéressant, le PAT, et c'est surtout un outil cadre qui permet de réunir naturellement l'aval et l'amont d'une filière. Alors, on sait qu'on a des acteurs dans la filière viande bovine, par exemple, qui n'ont pas forcément un intérêt stratégique énorme à travailler sur la relocalisation des filières que sous-tend un projet alimentaire territorial, mais on essaye de discuter avec tout le monde, on essaye de raccrocher tout le monde à ce projet alimentaire territorial pour que les questionnements qui nous semblent légitimes par rapport à notre territoire et par rapport à des enjeux macro soient bien pris en compte par tous les acteurs, et c'est le cas notamment dans les filières viande. Alors, pour donner un exemple, on a 2 abattoirs sur notre territoire. Il y en a un qui vient d'être racheté par l'opérateur que beaucoup connaissent, Bigard. On essaye d'avoir un dialogue avec eux, même si la relocalisation de la consommation et des filières n'est peut-être pas leur préoccupation première pour un opérateur comme celui-ci. Donc voilà, le PAT, hein, c'est un outil cadre qui permet de donner des orientations durables. C'est un outil qui pour nous est assez fort, même s'il est difficile à faire vivre sur une communauté de communes rurale avec peu de moyens humains pour le faire vivre derrière. Alors, les axes... Merci Bruno. Je termine rapidement, peut-être sur les gros axes de travail qu'on a pour la candidature PAT2 là, qu'on vient de donner en soutien aux filières locales. On va poursuivre le travail de soutien et de structuration au niveau logistique. On le fait à l'échelle de notre territoire, à l'échelle départementale et avec des EPCI de départements voisins. La transformation, on a un trou à ce niveau-là, notamment en filière viande, donc on essaye de structurer, de faire en sorte que se structure le territoire en lien avec les acteurs. La question de l'installation-transmission, elle est centrale évidemment, hein, vu la moyenne d'âge sur notre territoire comme sur beaucoup des éleveurs. Donc on essaye de faire un gros travail pour faire ça. Et on a un outil qu'on veut mettre en place. On a sécurisé du temps de travail de mon plateau CIVAM. C'est une marque de territoire qui serait une porte d'entrée pour les producteurs du territoire. On n'est pas que sur la filière bovin-viande là, mais tous les producteurs du territoire, porte d'entrée pour pouvoir avoir le tampon Egalim dans la restauration hors domicile. Donc ça, on a un engagement politique de la collectivité pour travailler là-dessus, et on doit embrayer dès cette fin d'année sur le travail sur cette marque de territoire, dynamiser tout ça pour essayer d'amener tout le monde, tout le monde agricole du territoire là-dessus. Merci Bruno Monsieur Pudipin pour cette présentation, et puis voilà le partage de l'avancement aussi de votre réflexion, et puis bien en lien aussi avec ce que vous avez pu, la réalité du territoire. Il y a quelques questions voilà, qui se posent dans le chat. On les prendra une fois les interventions passées, parce que voilà, ce que vous avez évoqué, ça résonne aussi avec l'intervention suivante. Donc Marie Ravet, vous êtes chef de projet. Chef de projet, pardon. Oui, vous m'entendez? Chef de projet filière à Haute-Corrèze Communauté. Je vais vous mettre votre diaporama. Et effectivement, vous êtes là, on a parlé d'un outil qui était venu plutôt de l'initiation aussi du territoire, qui est aujourd'hui, un outil qui est celui de l'association Mon Plateau. Il y a aussi eu des dynamiques sur votre territoire, notamment à l'identification d'un besoin par les éleveurs sur un outil de transformation, cette fois. Est-ce que vous pouvez d'abord revenir un peu sur le projet, ce projet d'abattoir de Haute-Corrèze qui fera l'objet de votre intervention? Merci. Alors, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon pour le son, Maïwen? On ouais, m'entend? c'est bon. Tout va bien.
Ok. Donc effectivement, moi je fais partie de Haute-Corrèze Communauté. C'est une communauté de communes qui est à cheval sur le département de la Corrèze et de la Creuse. Donc c'est une petite particularité administrative qui facilite pas toujours les choses. C'est un territoire très rural. On a 70 communes pour 33 000 habitants. Le territoire, il est animé autour de 4 bassins de vie que sont les villes et bourgs de Ussel, Meymac, Neuvic et Bort-les-Orgues. Donc voilà, je vous avais mis une carte pour resituer un petit peu par rapport au territoire de Nouvelle-Aquitaine. On est voilà, à l'extrême est de la Nouvelle-Aquitaine et assez proche du Massif central. Sur notre territoire, l'agriculture qui se pratique, c'est une agriculture extensive. On est territoire d'élevage bovin-viande avec une forte représentation de la race limousine. Comme ça a pu être évoqué auparavant, un système naisseur où on produit énormément de broutards qui partent à l'export en Italie. Donc une valeur ajoutée moindre sur notre territoire et également de la production de viande, mais qui n'est pas forcément consommée en local. En 2020, il y avait 673 fermes au dernier recensement agricole sur le territoire, 62 000 hectares de SAU qui sont principalement en prairies permanentes. Donc ça, c'est le diagramme que je vous ai remis au centre où c'est la répartition de la SAU en fonction des productions et en vert bleu, c'est les prairies, principalement des prairies permanentes, donc une forte spécialisation au niveau de notre territoire en élevage de bovins viande, voilà, avec un système qui est extensif. Et je vous ai mis une image typique, la limousine au milieu de son pré. Voilà, donc on est sur du plein air. On est comme on en a parlé auparavant, sur un système qui est assez vertueux d'un point de vue environnemental, qui n'a pas trop évolué, nous, à notre niveau, contrairement à ce dont témoignait Monsieur Puy-Dupin. On est toujours sur un élevage assez traditionnel, mais qui, voilà, aujourd'hui souffre du manque de valeur ajoutée et surtout qui est très dépendant d'une filière longue qui est orientée vers l'Italie. Donc voilà, ça c'était pour le territoire. Au niveau du contexte, en fait, nous, on accompagne un projet d'abattoir depuis 3 ans au niveau de la collectivité. C'est parti du constat en 2022 qu'on avait donc on a un abattoir à Ussel qui est aujourd'hui géré par un groupement d'usagers. Donc c'est privé, mais c'est pas privé au sens d'une grande entreprise qui aurait le monopole. C'est géré par des utilisateurs privés, mais c'est ouvert à tout type d'usagers, du petit éleveur qui veut abattre et transformer un animal pour mettre dans son congélateur au grossiste qui travaille la viande. Et donc, il y a cet outil en 2022, suite à un changement de direction et au niveau de la présidence aussi, ils se rendent compte que au niveau économique et surtout au niveau de la trésorerie, l'outil va mal. C'est couplé à une notification de la préfecture sur des besoins de mise en conformité assez forts. Donc ça, on le retrouve beaucoup dans les petits abattoirs ruraux qui ne sont pas encore privatisés par des grands groupes. Et donc, on est parti de ce constat-là, d'un outil qui nécessitait une grosse mise aux normes, qui, en parallèle, de fait de sa vétusté, nécessitait aussi des investissements qui étaient indépendants de la mise aux normes, mais qui entachaient la productivité de l'outil, avec des fortes consommations en eau, en énergie, voilà, donc qui était à la fois un poids économique, mais aussi qui valorisait pas l'activité. Et c'est un outil qui est situé en centre-ville d'Ussel, donc la ville la plus importante de notre territoire, donc qui génère pas mal de nuisances sonores et olfactives pour les voisins. Donc on avait des retours par rapport à ça. Ça, c'est le constat qui a été fait en 2022, qui nous a été rapporté par les usagers de l'abattoir principaux en sollicitant la collectivité pour savoir ce qui pouvait être proposé comme soutien et accompagnement. Et donc du coup, le constat des élus, le constat qui a été fait, il a été porté par un certain groupe d'élus, dont notre président qui est membre actif de la filière
bovine, qui a été éleveur, qui a été président de chambre, qui a travaillé au niveau de la fédération bovine. Et il était suivi par un groupe d'élus convaincus du caractère essentiel de cet outil et en lien avec donc c'est les PME principalement qui travaillent à l'abattoir du sel, donc qui sont les usagers, qui sont des PME locales et qui étaient en demande d'un soutien. Donc en 2022, suite à ce constat, la ligne directrice qui a été posée pour ce projet, c'est l'idée de maintenir une activité d'abattage multi-espèces accessible à tout type d'usagers, quel que soit le volume apporté à l'abattoir en Haute-Corrèze. Et pour terminer sur le contexte, aujourd'hui, les difficultés que rencontre cet outil, contrairement à ce qu'on pourrait penser au vu des chiffres qui ont été annoncés avant, c'est pas un problème de volume. C'est un abattoir qui a une autorisation pour 4000 tonnes par an. On les a. Il y a des années où ils doivent refuser du volume. Donc, c'est pas un problème lié à la décapitalisation des cheptels à notre niveau, mais c'est vraiment un problème de trésorerie lié aux nombreux investissements qu'il y a à réaliser et aussi à des questions de gestion antérieure qui entachent la santé économique actuelle. Si on peut passer à la suite, merci. Donc, la première étape pour nous, c'était de réaliser un diagnostic. L'idée, c'était de comprendre l'impact d'un éventuel arrêt d'activité de cet outil, parce que quand la collectivité est rentrée sur ce sujet en 2022, c'était la question. Est-ce que ça ferme? Et si ça ferme, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, c'était la première étape logique, à mon sens. On a réalisé cette étude en 2023 et c'est un travail qui nous a beaucoup aidé pour convaincre les élus qui n'étaient pas partie prenante de ce projet, ou en tout cas voilà, qui ne voyaient pas forcément l'intérêt collectif, donc pour que la collectivité intervienne. Donc c'est un travail qui nous a permis de comprendre le fonctionnement de l'abattoir, qui sont les clients, d'où viennent-ils, quelle est la taille de leur structure, qu'est-ce qu'ils produisent et où est-ce qu'ils le distribuent. Qualifier la clientèle, et donc ça c'était à la fois les usagers directs et puis les clients qu'ils desservent, et la répartition géographique donc de cette clientèle, et étudier l'offre en matière de services d'abattage dans l'idée de quelles sont les solutions de repli si demain ça devait fermer. Donc je vous ai mis une carte qu'on avait réalisée, donc qui date de 2023. Malheureusement, elle n'est plus à jour parce que effectivement, on a de plus en plus d'abattoirs qui arrêtent certaines lignes ou qui arrêtent tout simplement leur activité. Mais voilà, c'était pour vous donner un exemple de ce qui a été fait dans le cadre de cette étude. C'était vraiment d'aller chercher de l'info et de comprendre l'impact que pourrait avoir l'arrêt de cet outil. Ensuite, si on peut passer à la suite, merci. Donc, l'étape suivante, une fois qu'on était tous sur les mêmes bases, de savoir quel serait l'impact si ça devait fermer et que les élus qui n'étaient pas encore convaincus l'ont été par le caractère essentiel de cet outil, on a fait réaliser donc par un expert, un cabinet d'avocats, une étude de faisabilité. Je vous ai mis un extrait d'une infographie qu'on a créé pour vulgariser le rendu de cette étude et le rendre accessible à tous nos conseillers communautaires. Et cette étude, elle répondait à 3 questions. Pourquoi on rénoverait pas l'abattoir existant? Alors, sachant qu'il y avait déjà une orientation qui était donnée dès le départ de l'idée de construire un nouvel outil. Mais voilà, on n'avait jamais vraiment questionné le besoin, pourquoi vraiment c'est pertinent de construire un nouvel outil au-delà du fait que l'actuel soit en centre-ville du sel. Donc l'étude a permis de répondre à cette première question avec voilà, des faits, des réseaux enterrés qui sont écrasés, des lézardes structurelles, toute une organisation qui sera à revoir et c'est pas possible au vu du foncier disponible, etc. La deuxième question à laquelle cette étude a permis de répondre, c'était un abattoir neuf, combien ça coûte et est-ce que ça pourrait être au moins l'équilibre si ce n'est rentable, en indépendance et sans que la collectivité y ait à y abonder tous les ans en subventions et autres. Et la troisième question, très importante, c'est OK, c'est peut-être le plus pertinent de reconstruire, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour l'abattoir, pour faire perdurer l'abattoir existant, les 5 ans idéalement qu'il faudra attendre pour le nouvel outil.
Voilà, et donc dans cette étude, on a été chercher l'engagement des PME, surtout sur des volumes, justement dans cette idée que y a une décapitalisation qui est en cours. Nous, on la constate pas encore en local, mais il faut pas que d'ici qu'on ouvre le nouvel outil, il n'y ait plus le volume. Donc des engagements des PME, réfléchir aussi à où est-ce qu'ils en sont, les chefs d'entreprise dans leur carrière. Pour ceux qui approchent de la retraite, est-ce qu'il y a de la reprise derrière? Est-ce qu'il y a des projets d'entreprise vraiment sur le long terme? Et puis l'idée c'était aussi, c'est pour ça qu'il y avait un cabinet d'avocats, d'identifier le montage et la gouvernance le plus adapté. Et je rejoins ce qui a été dit sur la gouvernance sur ces projets-là. Nous, la décision du montage juridique, ça a été vraiment très lié au contexte local, c'est-à-dire qu'on était parti sur une société d'économie mixte, une SEM, principalement publique. Et en y travaillant en fait avec les différentes parties prenantes et le cabinet d'avocats, on s'est rendu compte que c'était pas adapté à notre projet et qu'il était plus intéressant de faire une société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC. Si on peut passer à la suite du coup. Donc la collectivité, son action, elle est en deux parties. On déploie une stratégie à court terme et une stratégie à long terme. Donc la stratégie à court terme, c'est depuis le début de participer aux échanges avec la préfecture, les services vétérinaires et la commune, donc qui historiquement était propriétaire de l'abattoir et qui a été cédé en 2019 aux usagers. Donc voilà, notre président surtout, mais quelques élus qui portent également à cœur le projet et nous au niveau des techniciens et de la direction économie, on accompagne ces échanges, on essaye de faciliter les choses. On a fait aussi de la mise en relation avec les personnes qui travaillent sur ces sujets-là au niveau de la région, au niveau du département de la Corrèze. On a un règlement d'intervention d'aide qui est lié au SRDE2I au niveau régional, qui nous a permis de leur attribuer des subventions ciblées dans l'idée du maintien de l'activité jusqu'à l'ouverture du nouveau. Et puis on a aussi proposé que l'expert qui nous accompagne sur le projet global, nous au niveau de la collectivité, puisse faire de l'appui ponctuel technique à l'abattoir, vraiment sur des points ciblés comme d'enjeux pour le projet d'avenir. Parce que le fonds sur lequel la collectivité s'investit, c'est la stratégie long terme, donc avec la création d'une société coopérative, comme je l'ai indiqué, qui sera principalement privée, mais avec des fonds publics également. Et dans l'idée justement de mobiliser toute cette filière et que tout le monde s'approprie ce sujet-là et que ce soit pas la collectivité seule comme chef de file qui porte tout du bout des bras, on a défini les statuts de cette société qu'on est en train de créer de manière collective. Donc on a fait des réunions avec ceux qui étaient prêts à mettre des billes dès le début, avec des montants de participation adaptés en fonction qu'on soit un éleveur, un grossiste, une grande surface. Mais on a travaillé ces statuts de manière collective et aussi le fonctionnement courant. Donc, par exemple, il y aura un comité de suivi qui se réunira une fois par mois avec des représentants privés et publics, principalement privés parce que c'est eux qui savent comment ça fonctionne un abattoir, et publics dans l'idée de pouvoir veiller à ce que l'intérêt collectif soit maintenu. Et voilà, c'est un petit comité qui sera entre 7 et 9 personnes et qui permettra de rendre la gestion fluide tout en étant partagée. Et donc, dans l'idée de l'accompagnement de la filière, en fait, nous, dans l'objet de cette société, on a tout d'abord fait apparaître l'idée de maintenir ce service parce que c'était l'origine du projet. Mais on a aussi fait le rapprochement avec la stratégie qu'on mène au niveau alimentaire, où on est également labellisé projet alimentaire territorial de niveau 1. Et donc, du coup, dans les statuts et dans l'objet de cette société, on a voulu impulser l'idée d'accompagner la valorisation des produits et des coproduits de l'abattoir, de travailler sur les circuits courts, la coopération et l'impact environnemental, tout d'abord de l'activité d'abattage, mais aussi des entreprises qui sont fortement liées, et notamment les usagers. Et l'idée, c'est d'impulser une dynamique de filière. Et donc, c'est un projet qui est arrivé sans prévenir, mais au travers duquel on peut aussi impulser, nous, la stratégie qu'on a envie de mettre en place. Et quelque part, c'est la recherche de compromis avec les acteurs de la filière qui s'engagent à nos côtés.
Et donc, aussi pour préciser, on n'est pas la seule collectivité à s'investir dans ce projet. L'étude d'impact avait montré que c'est un abattoir qui rayonne sur tous les départements limitrophes. Et donc, aujourd'hui, il y a 5 autres collectivités, 4 communautés de communes et le conseil départemental qui sont prêts à s'engager à nos côtés sur ce projet, d'un point de vue financier et aussi de participation, de suivi. Voilà, donc ça c'était important pour nous et ça montre bien que l'intérêt de cet outil a été compris. C'est un intérêt de souveraineté alimentaire sur notre territoire, sur la zone d'élevage sur laquelle on est, qui est assez étendue, où il y a de moins en moins d'abattoirs qui acceptent tous les usagers et qui surtout, notre abattoir est multi-espèces, donc ils abattent des bovins, des porcins, des ovins. Et c'est vrai que pour les porcins, c'est de plus en plus compliqué dans notre zone. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On a été, pour mener à bien ce projet, on a été obligé de prendre la compétence abattoir. Donc ça a suscité des débats, beaucoup de questions juridiques. J'ai envie de dire, la collectivité aujourd'hui, l'accompagnement qu'elle fait de cette filière, c'est un appui juridique et administratif et aussi une animation au niveau des différentes parties prenantes. Merci Marie pour votre présentation et puis pour effectivement l'explication du contexte dans lequel a été choisi l'arbitrage de oui ou non. Bah, voilà, c'est une question qui se pose régulièrement sur les collectivités lorsqu'il y a des abattoirs comme ça, des outils de transformation qui sont soit en déficit économique ou bien en tout cas en difficulté. On va d'ailleurs passer la parole à Juliette Texier qui, elle, est donc coordinatrice d'un atelier de transformation qui est en préfiguration, enfin qui va ouvrir ses portes en 2026, l'atelier des Six Vallées dans la Vienne. Donc Juliette, je vous laisse prendre la parole pour nous expliquer un peu comment a été créé, enfin d'où est né le besoin de ce projet-là et puis où est-ce que vous en êtes aujourd'hui un peu sur les questionnements que vous posez du côté d'un acteur qui est côté atelier. Oui, bonjour à tous. Donc, Juliette Texier, chef de projet pour l'atelier des Vallées, pas des Six Vallées. Des Vallées. Il n'y a pas de problème. L'atelier des Vallées a été réfléchi en 2018 par des élus et puis par des éleveurs. Et petit à petit, la question de la gouvernance, c'était vraiment le sujet principal de l'atelier, de savoir comment les publics et les privés peuvent travailler ensemble. Donc, on a, nous, fait le choix en 2023 de faire une SIC. Ce qui permet d'avoir autant d'éleveurs privés, donc des associés privés et des associés publics, et pour avoir au moins une gouvernance partagée sur cet atelier. C'est un atelier donc de découpe de viande multi-espèces et de transformation, et aussi un abattoir volaille. La question des activités s'est faite dans les années avant le 2023 parce qu'il y avait un fort besoin d'abattoirs, notamment de volailles sur le territoire, donc de Poitiers. Je n'ai pas précisé, mais on est près de Poitiers. Et donc, c'est pour à peu près, on va dire, l'agglo Grand Poitiers, mais d'autres aussi. On est sur 3 communautés de communes. Et nos éleveurs font partie de 3 communautés de communes. Donc nous, on a à peu près une dizaine d'éleveurs dans le projet. On a un lycée agricole aussi, le lycée agricole de Venours, qui est associé au projet. Et puis, nous avons Grand Poitiers et aussi une autre collectivité qui s'appelle les Vallées du Clin, qui font partie prenante du projet, donc de la gouvernance. Donc, l'intérêt des collectivités d'être dans un atelier comme celui-ci, c'est de pouvoir travailler notamment sur le secteur bovin. Nous, on va prendre l'exemple du bovin parce que c'est notre travail en ce moment. C'est pour alimenter les restaurations collectives. Et donc, la question du bovin pour la ville de Poitiers est importante. Donc, on travaille là-dessus ensemble, de savoir comment on peut travailler une carcasse entière pour alimenter les restos-co. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Savoir, par exemple, comment on valorise une partie de morceaux. Par exemple, pourquoi pas faire une gamme complémentaire avec les bas morceaux pour les restos-co et
les parties plus nobles pour d'autres restocos ou à voir. Donc là, voilà, on est en pleine instruction de savoir comment on fait pour travailler cela. Et donc ça, c'est aussi un intérêt pour l'atelier parce que ça permet pour un atelier de découpe qui peut avoir certaines fragilités. On peut le voir dans d'autres ateliers de découpe. C'est vrai qu'il y a un moment où il y a une fragilité économique. Et donc travailler avec une collectivité, ça nous permet d'avoir des rendements sur plusieurs années. Et donc ça, c'est important pour l'atelier de prendre cela en considération. Donc ça sécurise, on va dire, une fiabilité économique, on peut l'appeler comme ça. Et puis, le but, c'est aussi de travailler avec les outils déjà du territoire qui sont déjà présents. Donc nous, à côté de notre atelier qui sera donc à Coulombiers, il y a un abattoir, donc un abattoir bovin, caprin, ovin, qui est dans la commune d'à côté. Donc le but étant, c'est de travailler ensemble, c'est de valoriser les outils qui sont déjà existants pour éviter malheureusement que certains abattoirs ou d'autres outils ferment. Donc voilà, nous, on veut vraiment travailler ensemble. C'est vraiment une cohésion d'outils de territoire. Parce que nous, l'atelier n'est pas créé. Là, on est au stade où on a conçu les plans et la construction va être au courant début de l'année 2026. Donc, on crée un atelier, mais on travaille avec les ateliers autour. Le but, c'est pas de tout faire dans notre coin. Et donc là aussi où l'atelier a intérêt, on va dire, où il y a vraiment une gouvernance partagée, c'est que la collectivité Grand Poitiers nous construit le bâtiment. Et nous, on sera sous forme de crédit bail jusqu'à, je veux dire, par exemple, 20 ans. Et puis après, l'atelier sera à la propriété des éleveurs de la SIC. Donc voilà, nous, on a vraiment eu cet avantage-là de pouvoir nous faire construire un bâtiment par la collectivité pour pouvoir ensuite travailler au mieux avec une structure neuve nos marchandises. Concernant ce qui a été dit aussi par rapport à par rapport à Interbev sur justement les filières bovines, comme je vous l'expliquais, nous, c'est un peu en ce moment, on travaille vraiment là-dessus parce que dans notre équilibre économique, on fait toute espèce, comme je vous le disais, mais la viande bovine est un facteur économique, on va dire. Pour nous, il est très intéressant de travailler la viande bovine en matière de découpe, transfo, etc. Pas que d'autres espèces, mais c'est quand même notre activité principale, ainsi que l'abattoir volaille. Donc voilà, ce sont vraiment des deux activités qu'on doit au plus travailler pour justement travailler notre stabilité économique. Et donc là, pour quelques chiffres, nous, c'est pas un gros abattoir et ça sera pas une grosse plateforme, enfin un gros outil de transformation. Nous, le but, c'est d'être quand même quelque chose de non industriel, on va dire. Et donc, l'abattoir, c'est 54 têtes par an et de volailles. Et ensuite, en découpe, c'est un peu moins de 100 tonnes par an et en transfo, 80 tonnes par an, un peu moins de 80 tonnes par an. Donc pour l'instant, avec ces volumes-là, l'atelier est viable. Mais après, c'est à nous aussi, au bout de plusieurs années, de repenser à chaque fois comment on peut travailler la viande au vu des chutes, enfin du graphique qu'on a pu voir tout à l'heure. Il va falloir que nous aussi, on travaille là-dessus, comment on valorise les viandes. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que nous, on fait pas de commerce. Chaque éleveur est dans une démarche de circuit court et donc chaque éleveur récupérera ses colis. Et nous, voilà, notre activité, c'est que de la prestation de découpe, transfo et de l'abattage volaille. Et comment est-ce que vous vous intégrez par rapport aux collectivités locales, notamment Grand Poitiers fait partie, vous avez raconté que voilà, il y avait Grand Poitiers, il y avait les vallées du Clin. Et comment est-ce que ça participe aussi au maintien, enfin, et au soutien des éleveurs locaux? Comment vous intégrez dans ce réseau? Enfin, quel apport ça a été pour vous pour le montage de l'atelier? Oui, alors pour les collectivités, elles sont là pour construire le bâtiment, enfin surtout le Grand Poitiers. Donc ça, pour nous, ça a été un enjeu énorme parce que sans
sans les collectivités, on n'aurait pas prétendu à ces activités-là, on n'aurait pas pu en tant que simplement privé. Les collectivités ont droit à des subventions un peu plus, notamment sur le PAT, mais après je ne travaille pas pour la collectivité, donc je ne pourrais pas préciser, mais c'était plus important, c'était plus intéressant de passer par une collectivité au niveau des subventions européennes que par un groupement privé. Et donc effectivement, là, on a un gros soutien donc pour tout ce qui est de bâtiment, mais aussi par rapport au volume qu'on va devoir travailler après. Voilà, on a une garantie de volume, notamment avec les marchés de restauration collective qui vont être amenés à être travaillés là. On espère 2027, si on peut déjà travailler, avoir un contrat avec la collectivité, pardon, ça serait parfait parce que nous, voilà, tous les 2-3 ans, c'est un récurrent et donc pour nous, c'est très important que le Grand Poitiers soit avec nous et travaille avec nous, même pour l'atelier. Merci Juliette d'avoir partagé l'expérience de l'atelier des vallées qui est en cours de préfiguration, en cours de montage encore en ce moment. J'ai quelques questions qui concernent, voilà, il est déjà 12h30, donc je me permets juste de prendre les questions qui ont été posées dans le chat pour pas vous laisser sans réponse. On va en prendre une par personne. D'abord, Bruno Puydupin, il y a une question qui vous concerne sur quelle démarche vous avez entrepris pour l'organisation logistique. Est-ce qu'il y a eu une étude particulière? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic pour savoir sur le développement de mon plateau? Alors, sur la logistique, là, on est parti sur deux niveaux. Un niveau où on s'est un petit peu, on a épousé le travail fait par mon plateau vraiment sur la communauté de communes Vienne-et-Gartempe, donc avec des agris, par exemple, qui vont livrer à 30 km de chez eux avec leur propre véhicule frigo et qui sont entendus avec des collègues pour redescendre, pas redescendre à vide. Donc il y a tout un existant comme ça d'interrelation entre agriculteurs pour de la logistique en circuit court. Donc on essaye de les aider à ce niveau-là à mieux structurer et à mieux sécuriser les choses parce que ça reste lié à des personnes et ça reste fragile. Et on s'inscrit également dans une démarche plus large à l'échelle départementale dans le département de la Vienne. Hein, ça concerne le territoire qui vient d'être présenté là, sur lequel il y a le projet d'atelier. Donc, à l'échelle du département, il y a un travail sur la logistique qui est mis en place, qui est assez conséquent. Pour résumer, ça reprend le modèle de ce qui existe déjà avec l'opérateur Resalis sur le département voisin des Deux-Sèvres. Donc, on s'inscrit également dans cette démarche-là au niveau de la communauté de communes Vienne-et-Gartempe sur la logistique. Ok, merci beaucoup. Pardon, juste pour terminer là-dessus, au niveau départemental, ce serait une solution logistique plus importante avec l'appel à un opérateur privé pour le transport, ce qui n'est pas le cas dans les filières locales qui existent déjà entre agrès. Il nous semblait important de respecter les deux, de travailler sur les deux. Et effectivement, il y a eu des études qui ont été faites pour voir un petit peu ce qui existe déjà et les atouts, les contraintes des systèmes déjà existants, et notamment au niveau financier. J'ai une autre question aussi sur la logistique. Là, ça concerne plutôt l'atelier des vallées. Donc déjà, savoir si c'est un frein, la logistique. Et ensuite, peut-être aussi, pour compléter, c'est une deuxième question, savoir dans quel environnement vous vous êtes inscrit. Est-ce que vous avez fait aussi une étude, vous, des outils qui étaient à côté de vous et qui pouvaient être du coup concurrents à votre activité qui va ouvrir bientôt? Alors oui, la logistique, c'est vrai que c'est une grosse question. Alors notamment sur la livraison après des colis. Parce qu'en fait, avec l'abattoir, par exemple, de Lusignan, ça sera compris dedans. On va dire, on s'est mis d'accord que voilà, le transporteur amènera les carcasses. Donc ça, on a déjà un peu résolu ce problème et on a vu avec un autre abattoir aussi pour le port, parce qu'on n'en a pas dans le département.
enfin pas à proximité. Et donc là, pareil, le transport sera aussi fait. Mais après, c'était la livraison des colis. Et de plus en plus, on est en train de réfléchir à justement, nous, prendre un camion, alors pas un gros camion, hein, mais un camion réfrigéré pour faire les livraisons. Donc ça, c'est une question qui se pose. Et l'autre question, oui, c'était sur l'étude. Alors oui, avant mon arrivée, l'atelier a été aidé, enfin accompagné par la FIPAR. Et donc, plusieurs études de faisabilité, justement, de ce qui se passait, des outils existants sur le territoire ont été faits. Et donc, du coup, ça nous a permis justement d'avoir un accès à tout ce qui s'est fait. Et par exemple, il y a un atelier à Châtellerault, donc c'est un peu plus au nord du département, qui s'est créé, qui s'est monté. Le but, c'est pas, on n'est pas concurrents, mais je veux dire, on travaille ensemble aussi. Le but, c'est pas de prendre les clients des autres. On a de bonnes relations entre nous, et donc nous, c'est des petites terres les éleveurs, ils sont à proximité de notre atelier. C'est pas d'aller récupérer des éleveurs qui travaillent déjà avec des ateliers. C'est pas le but. Donc, on est connu auprès des outils existants. On se rencontre souvent, on en discute. Donc, Après, il y a des outils qui sont plus industriels. Bon, pour eux, c'est différent, donc on peut pas forcément discuter, en travaillant ensemble, puisque pour eux, on est plus des concurrents que des coopérateurs ou que des collaborateurs. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. Donc oui, il y a des études qui ont été faites bien avant que la SIC soit créée. Ok. Merci pour ce complément à l'intervention que vous avez faite juste avant. Je vois qu'aussi, Marie Ravé, vous avez répondu aux questions dans le chat, donc c'est super. Et on complétera, il y aura un compte-rendu, comme dit par Alexia, dans la conversation. Il y aura un compte-rendu écrit qui reprendra les éléments qui auront été abordés aujourd'hui. On complétera avec les questions-réponses qui ont été faites dans le chat en parallèle. Le replay sera aussi disponible. Donc voilà, tout ça, on vous le publiera via notre lettre d'information notamment. On va clôturer ce webinaire. Donc d'abord, il y avait la formation que Laure Blondel, donc avec le réseau CIBAM, proposait. Donc c'est une formation. Je ne sais pas si Laure, vous voulez reprendre la parole rapidement pour juste évoquer. Oui, c'est une formation qui aura lieu les 5 et 6 mars prochains à Paris et qui est sur la question de comment on accompagne une filière territoriale vectrice de pratiques agroécologiques, qui va reprendre des éléments que j'ai présentés mais plus en profondeur et dans le cadre de laquelle interviendront des accompagnateurs de filière, notamment Elsa Fabriou qui accompagne la filière Mont Plateau qui a été présentée là, et puis un animateur de l'ALPAD et Commerce Équitable France. Voilà, j'en dis pas plus, mais le programme est sur notre site internet et vous n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions là-dessus ou sur les autres ressources. Toutes nos ressources issues du projet FICLAIR sur notre site internet. Et je vais laisser la parole pour conclure. Donc d'abord à Madame Geneviève Barra, qui est conseillère régionale déléguée à la ruralité et au pacte alimentaire de la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, écoutez, merci à tous les intervenants, c'était vraiment très très intéressant. Voilà. Donc, ce sont des intervenants comme Etherbev qui participent au pacte alimentaire depuis le début, hein, et qui ont fait un travail assez intéressant sur les objectifs de relocalisation de l'alimentation et de l'élevage. Donc, je vais quand même faire un point. Je trouvais que c'était très intéressant des visions macro de l'élevage bovin, puisque voilà, on sait aussi qu'aujourd'hui l'élevage bovin il bénéficie de cours exceptionnels. Hein. Donc à chaque fois qu'on a des variations comme ça sur le marché, il y a moins d'urgence à essayer de travailler par soi-même. On profite des filières longues telles qu'elles le sont. Hein. En ce moment, donc il y a des cours assez intéressants. Bon.
tant mieux pour la filière. Ça va peut-être éviter que tout le monde arrête aussi. Après, pour moi, c'est un élevage qui a beaucoup d'aménités positives, hein, puisqu'il aménage le territoire, il préserve la biodiversité, il valorise l'herbe. Là, on vous entend beaucoup moins bien. Voilà, je pense que Marie a vraiment repositionné les choses sur le fait que c'est un élevage autonome. Moi, quand j'entends des questions sur le hors-sol, hors les unités d'engraissement, mais ce n'est pas du hors-sol, c'est du zéro pâturage. C'est autre chose. C'est produit en autonomie avec de l'alimentation produit sur les exploitations. Ça n'a rien à voir avec les feedlots d'Amérique qui sont nourris par des intrants totalement étrangers à l'agriculture la plupart du temps. Voilà. Donc ça, je crois qu'il faut repositionner bien ça. Donc je pense que le pari agroécologique, on ne le fera pas sans élevage. Tout le monde le sait. Si on veut que notre territoire ne soit pas fermé, il faut continuer à avoir de l'élevage, hein, naturellement. Et puis, bon, alors ça, c'est le positif. J'ai vu que la Restauco, on avait vraiment progressé, mais je crois que le travail que tout le monde a fait un peu partout avec les collectivités, en ce que nous concerne, nous, c'est avec le groupement de gestionnaires de lycées et collèges de Nouvelle-Aquitaine, à Sénat, bon, vraiment les chiffres sont là. Hein. Alors après, il y a toujours un désir de la filière de diversifier. Et puis, par contre, voilà, moi, l'inquiétude, c'est que l'agrandissement, quand même, pénalise un peu la technicité des agriculteurs. À Nouveau-Nos, c'est quand même assez compliqué. Après, je pense que la PAC, avec le découplage, a quand même beaucoup engendré une végétalisation et finalement, voilà, dans la déprime où a été l'élevage bovin, c'est sûr que ça n'a pas fait que les élevages ont pu durer, voire le lait, hein, qui aujourd'hui est en train de repartir. Voilà. Donc, après, le négatif, c'est quand même la RHD privée. On l'a inscrit dans le pacte alimentaire, mais je suis quand même étonnée que, voilà, ça ne progresse pas. Il y a beaucoup d'apports, on le sait. Et puis, il y a quand même aussi cette valorisation étonnante qui est à travers le burger, quoi. Hein. On n'a plus que ça partout, dans tous les restaurants. Donc, et là, ça ne nécessite pas forcément des animaux toujours de grande qualité, ça se discute quand même. Donc après, toujours touché par les problèmes d'abattoirs, hein. On sait que les abattoirs, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à équilibrer, qu'on a beaucoup de déceptions sur les abattoirs. Hein. Et Ussel, je connais bien le sujet du sel parce que moi, étant creusoise, beaucoup de producteurs du sud de la Creuse utilisent l'abattoir du sel. Hein. Voilà. Et puis après, une référence, je pense, aux partenaires du pacte alimentaire, hein, à travers les CIVAM, la FIPAR. La FIPAR a été citée. Je suis très contente que ce soit eux qui ont conseillé le travail sur Velours, hein, à côté, Louvain, en fait. Hein. Voilà, je pense que c'est un point fort. Ce sont des partenaires vraiment identifiés. Après, il a été fait sur la logistique référence à Resalis. Alors Resalis, aujourd'hui, c'est une plateforme voilà, qui s'est développée, qui fait elle-même sa logistique, qui travaille aussi sur les marchés publics en commun. Donc, je pense que là, on est sur un appel à projets circuits alimentaires locaux avec la région qui est en cours pour que Resalis transpose son modèle vers la Vienne, hein, le département de la Vienne. Hein. On travaille là-dessus, je pense, avec un collectif fermier. Je ne sais pas si Madame Texier, vous êtes dans le collectif fermier. Oui. Oui, nous sommes dans le collectif fermier du Poitou et c'est vrai que j'ai oublié de noter que Resalis, il y a un projet de Resalis en Vienne et on fait partie de ce projet. Donc nous, on pense que c'est un modèle très intéressant que les éleveurs prennent leur avenir en main. Et donc, bon, Resalis, c'est vraiment quelqu'un qu'on suit depuis 2016. Ils ne font que progresser. Et bon, c'est quand même intéressant. Je pense que ça va être très intéressant. On est sur un comité de pilotage bientôt, hein, sur l'appel à circuits alimentaires locaux qu'a fait la région, hein, pour transporter le modèle. Là, j'ai beaucoup d'espoir. Et puis,
et puis bon, que dire de plus? Écoutez, on continue, voilà. Et puis, ouais, je pense que. Attendez, oui, je voulais aussi vous faire spécifier quand même qu'il existe, parce que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas forcément des subventions. J'ai bien compris que vous, Madame Texier, c'est le crédit bail qui vous intéresse, c'est logique, hein, comme toutes les entreprises, on s'appuie sur une connectivité, sur un crédit bail. Moi, je l'ai fait moi-même pour une coopérative qu'on a créée il y a 40 ans, donc je crois qu'on a fini de rembourser maintenant. Voilà, mais c'est bon, qu'on ne rembourse plus, et donc voilà. Mais ça aide. Par contre, vous dire quand même, sachez aujourd'hui qu'on a une unité de circuit court et une aide à la transformation. Et là, on va présenter en commission permanente un nombre considérable de projets. Donc, le circuit court, la diversification fait encore rêver l'agriculture. Hein. C'est pas parce que les cours se stabilisent et redeviennent normaux, voire ce qui est parfait, hein, ce qui est parfait pour l'élevage. Il faut continuer à viser ça, à viser voilà, l'approche du consommateur et toutes les ambitions du pacte alimentaire. Voilà. C'est tout. Merci Madame Barra. Je laisse la parole à Emmanuel Barou, chef de l'unité alimentation à la Direction régionale de l'agriculture, l'alimentation et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine, la DRAF. Merci Maïwen. Je voulais également remercier tous les participants à ce webinaire. C'était effectivement très intéressant avec à la fois des données fournies sur nos filières régionales et des exemples concrets d'implication de collectivités dans ces projets de structuration de filières élevage sur nos territoires. Nous sommes à la DRAF convaincus que les collectivités ont tout leur rôle à jouer dans l'accompagnement de ces filières, des projets qui croisent à la fois les enjeux de maintien, de relocalisation de l'agriculture sur nos territoires, de transition agroécologique, et toujours dans un souci de juste rémunération des producteurs et de l'ensemble des maillons des filières. Dans ce cadre-là, effectivement, le PAT est un outil intéressant pour mener un certain nombre d'actions. Déjà, effectivement, comme l'a dit Monsieur Puy-Dupin, déjà faire du lien entre les acteurs de l'aval et de l'amont, entre les acteurs privés, publics, et travailler sur à la fois des actions en lien avec l'installation, la transmission, le maintien des producteurs sur le territoire, le travail qui est réalisé dans le cadre de la restauration collective avec des accompagnements sur la construction des marchés publics pour réussir à cibler ces productions-là, tout le travail autour des valorisations des productions locales, régionales, et effectivement des implications concrètes dans des projets structurants pour les filières locales, comme on l'a vu, les projets d'abattoirs, d'ateliers de découpe, etc. On voit que les collectivités ont, par exemple, pris une compétence sur les abattoirs, que les collectivités interviennent dans la gouvernance des projets et également plus largement, en fait, dans le dialogue entre les acteurs économiques du territoire. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, merci à PQNA pour l'organisation de ce webinaire et encore merci pour la qualité des interventions. Merci Emmanuel pour cette conclusion et merci à toutes et tous d'avoir été présents jusqu'au bout. On vous souhaite une belle fin de journée.